Je pense que la question qui vient d'être posée me permet de faire en fait une relation entre les secteurs miniers avec ses exigences et par rapport au dispositif qui est mis en place en RDC pour que finalement on puisse espérer qu'il y ait des acteurs congolais dans les projets miniers. En fait, comme vous le savez très bien, et ça a été dit déjà par mon voisin de droite, et c'était dit encore le matin déjà, et même le premier jour, c'est que les secteurs miniers, c'est un secteur très exigeant. Et les cycles même d'un projet minier commencent déjà dès l'exploration. Ça signifie à l'exploration, et c'est quand, après qu'on ait fait l'exploration, les premiers sondages montrent qu'il y a quand même des ressources minérales, on peut penser à faire des études de faisabilité pour voir si réellement on peut gagner. Et alors ça c'est la deuxième phase, donc on parle de l'exploration, on va passer par la construction de la mine elle-même, et on va faire l'exploitation de la mine, et on doit même penser à la restauration de la mine, pour que l'écosystème, ou la fermeture de la mine pour que l'écosystème soit restauré. Et alors toutes ces phases-là, ça prend beaucoup de temps. Parfois, ça prend moins de... Parce que ça ne peut pas prendre souvent moins de 10 ans. Ça prend beaucoup de temps. Donc, l'exploration, aménagement et construction, exploitation minière et fermeture, ça peut prendre plus de 10 ans. Et en même temps, ça demande des millions. Des millions, parfois même des milliards. Alors, ça signifie que dès quand on fait l'exploration, il n'est pas sûr que si on fait l'exploration, on va nécessairement trouver des ressources minérales qui peuvent être en mesure de couvrir les fonds qui seront engagés. Et donc, on peut même abandonner les projets. Et par rapport à ça, les risques est très important. Et donc, ça exige sur place un dispositif financier conséquent. Maintenant, nous allons voir à travers les chiffres. Parce que, bon, comme je me suis présenté comme expert comptable, nous voulons bien parler des chiffres. Quand vous regardez les quelques chiffres que j'ai pu présenter là comme repère des systèmes financiers de la RDC, vous allez vous rendre compte que la RDC n'a que 15 banques commerciales. Toutes sont des banques commerciales, des privées. Et il n'y a aucune banque d'ailleurs qui est promue par les Congolais. Et ces banques n'ont pas une vocation première de financer les investissements. Les investissements qui devraient, par exemple, faire 20 ans ou 30 ans. Et alors, en même temps, la RDC a quelques institutions financières, il y en a 3. Il y a les fonds de promotion de l'industrie, il y a la SOFIDE, qui a des difficultés, comme vous le savez, et puis il y a un fonds pour la microfinance. Mais quand vous comparez, par exemple, maintenant, les taux directeurs de la Banque centrale, qui est un taux qui régule, vous allez vous rendre compte qu'en 2020, par exemple, si vous lisez les rapports de la Banque centrale 2020, qui est en fait le seul rapport disponible maintenant, vous allez vous rendre compte que le taux directeur en 2020 était 18,5%. Alors que si vous comparez à la Chine, par exemple, et la Chine est à 2,5. Quand vous prenez les taux créditeurs, en fait, les taux d'intérêt créditeurs, donc les loyers de l'argent en RDC, les moyens, selon les rapports de la Banque centrale, je répète, de 2020, on est à 15,61%. Et donc, si vous comparez à ce qui se passe de l'autre côté, la Chine, parce que c'est l'un de nos meilleurs partenaires, ils sont autour du 3%. Alors, par ailleurs, vous allez vous rendre compte que les fonds souverains, qui sont en fait des fonds du gouvernement, des fonds d'investissement pour financer justement des projets d'intérêt public, vous allez voir qu'au niveau de la RDC, il n'y a aucun fonds souverain, alors qu'en Chine, il y en a plus de 4 fonds souverains. Et on va peut-être y revenir dans les débats pour clarifier quel est le rôle que pourraient jouer les fonds souverains. Mais les marchés boursiers, en RDC, il n'y a pas. Alors qu'à travers en Afrique, il y en a 32 déjà, plus de 32 marchés boursiers. Et à la fin, vous allez vous rendre compte que même les banques d'investissement en RDC, il n'y a pas. Et ça signifie que, comme les exigences du projet minier demandent plus de 10 ans et beaucoup de financement, il est très difficile par rapport au dispositif qui est en place de mobiliser de l'argent en RDC et d'espérer avoir les opérateurs économiques congolais qui peuvent soutenir les projets miniers. Parce qu'après, vous allez me dire qu'il y a... Bon, on peut peut-être se dire qu'on peut gager les titres, mais même les titres, pour qu'ils soient gagés, il faut d'abord qu'il y ait des études pour certifier les contenus en termes de gisement. Donc ça signifie que les systèmes, les dispositifs des systèmes financiers qui est mis en place ne peut pas favoriser, n'est vraiment pas favoriser les opérateurs miniers
congolais pour qu'ils puissent avoir des projets miniers. Même si vous me ramenez sur le secteur artisanal, vous allez vous rendre compte que les EA, qui en fait les zones d'exploitation artisanale, ça n'appartient pas à celui qui est dans l'artisanat minier. Ça appartient à l'État et donc on ne peut même pas gager ça pour dire qu'on peut lever des fonds sur le bas des EA. Donc les dispositifs qui est mis en place ne correspondent pas aux attentes. Et c'est pour ça que quand vous regardez les autres pays, par exemple, quand vous regardez les grandes banques de la Chine, vous prenez Industrial and Commercial Bank of China ou bien Exim Bank et toutes les autres banques, même la banque des constructions chinoises, toutes ces banques-là, ce sont des banques commerciales d'État qui sont financées par les gouvernements et qui sont dans la logique stratégique, la vision stratégique pour développer justement les business à travers le monde. Et ils ont des capacités, par exemple les fonds souverains chinois, ils ont une capacité financière presque infinie. Ils mobilisent plus de 10 000 milliards en termes de l'argent qui dort. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour la RDC? C'est ça en fait, en fait c'est ça qui pourrait être ma contribution. Comment est-ce qu'il faut faire pour changer les paradigmes? La RDC a la possibilité, et la nouvelle loi qui porte fonctionnement et organisation de la Banque centrale de 2018 dit que la Banque centrale peut promouvoir les marchés des capitaux. Donc ça signifie qu'on peut être à mesure de faire, comme on l'a dit le matin, comme au Canada, on a même dit que les secteurs miniers, en tout cas les phases d'exploration, comme étant donné que les risques sont très importants, sont soutenus par les gouvernements, par les fonds souverains, par les fonds du gouvernement. Donc on peut être à mesure de créer des fonds souverains. Bien sûr qu'il y en a un, comme les fonds miniers, mais qui ne s'appelle pas fonds souverains, mais les fonds que ça dégage. Ça devrait être à mesure de soit de présenter comme un collatéral ou d'être affecté justement à l'exploration, de manière à ce qu'on puisse peut-être dissocier dans les phases minières la partie exploitation minière soit financée par les banques commerciales parce qu'on décide de faire l'exploitation minière quand on est sûr qu'il y a des ressources minérales, mais les parties antérieures, donc les explorations et tout ça, qu'elles soient financées avec des mécanismes légers, déjà à fonds souverains. Et alors, il y a les fonds miniers qui pourraient être à contribution. Il y a même au niveau local, pour comment on appelle ça, pour les exploitants miniers artisanaux, la redevance minière, qui est en fait, comme vous le savez, peut-être les gens ne le savent pas, en 2021, les fonds qui ont été dégagés dans les Katanga pour la redevance minière, vous pouvez voir les chiffres à la Banque centrale, ça fait 931 millions de dollars. La redevance minière, payée aux entités, payée au gouvernement. Donc l'argent est là, c'est la manière dont que les dispositifs sont organisés qui ne permettent pas qu'on puisse financer les opérateurs économiques nationaux. Ça signifie si on prend les fonds miniers, les 10% de ce qui est en fait la redevance minière, comme vous le savez, c'est immense dès lors qu'on sait par exemple aujourd'hui, il y a 2 jours, les cours des métaux pour les coltans. Une tonne de coltans c'est 222 000 dollars. Les tonnes de cobalt, c'est 79 000 dollars. Et alors, si on sait que les recettes qui tomberont ici de ça, on prend les 10% étant donné que les coltans, c'est minerai stratégique. Donc, ça signifie qu'avec un peu plus de transparence, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de fonds qui pourraient être affectés justement à soutenir. On ne peut pas compter sur la dynamique commerciale. On peut compter sur les fonds souverains pour soutenir les autorités congolaises. Et en même temps, on peut créer des bourses parce que l'Angola en a. L'Afrique du Sud, il y a une bourse, à Côte d'Ivoire, même la Zambie d'ailleurs, il y a beaucoup de pays. Mais pourquoi on ne peut pas créer des bourses? Parce qu'on a parlé de l'épargne qui dort. Parce qu'aujourd'hui, si on a besoin de 1 million, peut-être une personne ne pourra pas suffire, mais si on lance un appel public de fonds, on dit qu'on va créer une société de 1000 actions, et chaque action coûte 1000 dollars, tout de suite on va avoir 1 million de dollars. Pourquoi on ne peut pas créer une bourse de capitaux au Congo? Pourquoi? Alors qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays qui en ont. En Afrique du Sud, on a même, je crois, 2. Pourquoi les Congolais ne veulent pas créer? Donc pour moi, je pense qu'il faut qu'on change de paradigme. Pour qu'on ait des opérateurs économiques congolais, il faut qu'on change de paradigme. Il faut que le Congo prenne le courage de créer une bourse où les gens vont aller, ça va se négocier. C'est un marché où on va négocier les actions de manière à ce que si on veut développer un projet minier, on peut prendre de l'argent là-bas. Et de l'autre côté, qu'on crée des fonds souverains qui peuvent soutenir les phases qui sont à haut risque parce qu'il y a un grand problème pour les privés d'investir l'argent à des taux intéressants dans un secteur à risque. Le président de la Chambre des mines a dit que le but ultime du secteur minier ne peut pas consister uniquement à gagner de l'argent,
ça doit être la création des richesses afin de partager à toutes les parties prenantes. Et voilà plus ou moins, pour mes résumés, j'ai dit que le dispositif financier qui est mis en place en RDC n'est pas adapté à financer les secteurs miniers tenus par les Congolais. Et si ça continue comme ça, dans 10 ans, les Congolais seront des acteurs minorisés et même accessoires par rapport à faire marcher le monde. Donc les Congolais doivent prendre la responsabilité de créer une bourse et en même temps d'affecter les fonds souverains pour essayer de financer les secteurs à risque. Voilà ce que je peux apporter comme contribution. Thank you. La question des finances doit toujours se poser. Il faut mobiliser des financements, même pour être sous-traitant respectable. Vous ne devez pas être un sous-traitant qui dépend totalement du minier, parce que parfois il y a des retards de paiement et tout le reste. Vous devez être en mesure d'avoir. Dans la question des dispositifs de financement qui est mis en place reste à part entière. Donc il faut qu'on puisse adapter notre système de financement pour que nous puissions être en mesure d'être des réponses au secteur minier. Ça c'est d'un côté, mais de l'autre côté, j'ai peut-être oublié de le dire, il y a aussi la capacité des acteurs congolais pour avoir des bureaux d'études de grande valeur. Pour faire des projets miniers, on a besoin des intelligences, aussi bien techniques que financières, pour développer des projets bancables. Ça c'est aussi un effort qu'au niveau de l'acteur congolais, ça devrait être fait. Parce que si vous voulez construire aujourd'hui une grande mine, ou bien vous voulez faire un barrage hydroélectrique, comme on a discuté avec les gens de Power et tout ça, on recourt généralement au bureau étranger. Donc il faut au niveau de la République qu'il y ait aussi des acteurs qui s'engagent pour monter des projets, et de manière à ce que, parce que si les projets sont bien montés, ça peut aussi se présenter selon certains aspects comme un collatéral. Donc en principe, je suis d'accord avec comment on appelle ça, avec notre frère qui est là-bas, sur la possibilité d'utiliser les contenus locaux comme réponse, mais après, la question du financement, elle est tout à fait entière. Elle est tout à fait entière, même si on peut dire que, bon, la question elle est là, il faut qu'on puisse changer les paradigmes, que les fonds souverains soient là, la bourse soit là, pour essayer de faire aux gens, de faciliter aux gens de lever les fonds, pour être à mesure d'avoir des capacités pour répondre aux exigences des acteurs miniers. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question. Any other questions? You've got it, then I have one. Legide. The last question. Ok. Je pense qu'étant donné que la RDC a pris l'option, puisque les problèmes de notre pays, c'est parfois quand on prend une décision, il y a des lois, et là, il y a des problèmes d'application. On prend des décisions, par exemple, on a pris la loi à laquelle je fais allusion sur la réforme de la Banque centrale, qui autorise la Banque centrale de mettre en place un marché financier, de promouvoir un marché financier, mais sur le terrain, cette loi est prise depuis 2018, mais sur le terrain, il n'y a pas quelque chose qui bouge. Les fonds miniers, pas beaucoup de transparence. Mais la chance que nous avons maintenant, c'est le fait que la RDC est entrée dans des comment on appelle ça, dans des regroupements régionaux. Il y a la SADC d'une part, il y a la zone de libre-échange, il y a beaucoup de... Alors nous allons être emballés effectivement, ce qui est peut-être dommage, mais on n'a pas le choix, parce que dès lors qu'on a signé donc, certains accords, on sera obligé donc, de suivre un peu les mouvements logiques pour en réguler les différentes mesures qui ont été prises. Bien entendu, il ne sera pas possible de faire un marché commun commercial s'il n'y a pas une unification aussi des marchés financiers. Il faut vraiment qu'on puisse être en mesure d'avoir les mêmes, une régulation en ce qui concerne les normes financières, de manière à ce que ces marchés communs que nous voulons pour l'Afrique puissent fonctionner. Voilà ce que je peux ajouter. Nous avons quand même une chance, mais après il faut que la volonté puisse suivre la loi telle que sur les terrains, notamment en faisant des suivis et évaluations. Teresa, any final thoughts? An insightful session. Please, ladies and gentlemen, give you a big hand to my moderator. And big hands to my panelists. That was beautiful. Just few announcements.